Bonsoir. Ce soir, on se penche sur l'actualité, particulièrement dense de ces 2 dernières semaines en Afrique de l'Est. Oui, une région dont les secousses se font sentir bien au-delà de ses C'est frontières. exactement ça. Le tableau est complexe, on voit des signes d'une possible renaissance démocratique, mais qui côtoie une menace, presque d'effondrement politique et sécuritaire. Tout à fait. La question qu'on se pose, c'est: est-ce que la Somalie est au bord du gouffre ou est-ce qu'il y a de vraies lueurs d'espoir? Pour y voir plus clair, on va examiner la guerre sur le terrain, les batailles au Parlement à Mogadiscio, et on verra même comment une affaire de fraude au Minnesota pourrait... Pourrait tout impacter. Exactement. La situation est un véritable enchevêtrement de crises et d'opportunités. Notre but, c'est de démêler un peu ces fils. En s'appuyant sur de nombreuses sources, j'imagine. Oui, un large éventail, des rapports militaires, des analyses politiques, jusqu'aux enquêtes journalistiques locales et internationales. C'est la seule façon d'avoir une vue d'ensemble qui soit factuelle et nuancée. Cette analyse vous est présentée par ProWave AI et générée par Stylo News, l'application d'information alimentée par l'intelligence artificielle. Alors, commençons par le terrain, la situation militaire. D'accord. La nouvelle qui frappe le plus ces derniers jours, c'est ce revers subi par l'armée nationale somalienne face au groupe Al-Shabaab. Oui, On lit dans les rapports que le groupe aurait repris près de 90% du territoire qu'il avait perdu. C'est spectaculaire comme retournement. c'est énorme. Comment on explique un effondrement pareil? Le succès initial de l'armée, ce n'était qu'une illusion? C'est la question clé. Et non, le succès n'était pas une illusion. Mais il était, disons, extrêmement fragile. Fragile, c'est-à-dire? L'offensive de 2022 et 2023, celle qui a permis de libérer près de 200 localités, elle reposait sur une stratégie très précise. Qui était? Une collaboration très étroite entre l'armée régulière et les milices claniques locales. Au début, ça a fonctionné. D'accord. Ça a fonctionné parce que les clans étaient exaspérés par Al-Shabaab. Le problème, c'est que l'État somalien n'a pas eu les moyens de suivre. De suivre comment? Il fallait sécuriser les villes reprises, y rétablir les services de base, l'eau, les écoles. Bref, prouver aux habitants que le gouvernement était une meilleure alternative. Et cette étape a échoué? Voilà. Faute de moyens, elle a échoué. Les milices claniques, du coup, se sont senties abandonnées et se sont retirées. Al-Shabaab n'a eu qu'à revenir et occuper le vide. Je vois. Donc un problème de ressources, de stratégie à long terme. Vous parlez de manque de moyens, mais la mission de l'Union africaine, elle n'est pas là pour ça, pour appuyer l'armée somalienne? Si, elle est là en effet, mais cette mission, le somme, elle traverse une crise profonde. Une crise budgétaire? Exactement. Elle fait face à un déficit de près de 200 millions de dollars. Ah oui, quand même. Concrètement, ça veut dire moins de carburant, des équipements vieillissants, un moral en berne. Elle est devenue moins une force d'appui qu'une force de maintien de ses propres positions. Et donc, face à ce vide. On assiste à un véritable réalignement géopolitique. Le gouvernement somalien se tourne de plus en plus vers de nouveaux partenaires. Comme qui, par exemple? La Turquie et les Émirats arabes unis, principalement. Et qu'est-ce qu'ils apportent de différent, ces nouveaux partenaires? Une aide plus directe, plus rapide et peut-être moins conditionnée politiquement. C'est-à-dire? Prenez la Turquie. Elle ne se contente pas de financer. Elle forme des unités d'élite de la police et de l'armée. Elle livre du matériel de pointe. Et surtout, elle déploie des drones armés. Ah, les drones, ça change la donne. Complètement. Ça offre une capacité de frappe précise que l'armée somalienne n'avait tout simplement pas. C'est un soutien très agile, très visible. D'accord. Donc, pendant que l'Union africaine peine, d'autres acteurs s'implantent. Et les États-Unis dans tout ça? J'ai lu des rapports qui parlent d'une intensification des frappes aériennes. Absolument. Le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, a multiplié les frappes qui est très implanté dans le Puntland, au nord. D'accord. Ces frappes sont souvent coordonnées avec des opérations au sol menées par les forces spéciales américaines et les forces du Puntland. Elles ont permis de démanteler plusieurs cellules. Et plus au sud? Plus au sud, une offensive est en cours pour libérer la ville de Jamamé. C'est un bastion d'Al-Shabaab depuis 16 ans. 16 ans. Mais j'imagine que cette stratégie aérienne a un coût. Oui, et c'est le revers de la médaille. Plusieurs sources font état de victimes civiles, ce qui évidemment complique les efforts pour gagner la confiance de la population. La situation militaire est donc incroyablement fragile, mais ces conflits ne se jouent jamais que sur le terrain. Comment toute cette instabilité se répercute sur la scène politique à Mogadiscio? Et c'est là que la situation devient, si c'est possible, encore plus préoccupante. Ah bon? Oui. En parallèle de la guerre contre Al-Shabaab, une crise politique majeure couvre au sommet de l'État. C'est-à-dire? De nombreuses sources indiquent que le président, Hassan Sheikh Mohammed, chercherait à amender la Constitution Pour telle raison? pour prolonger son mandat de 2 ans au-delà de l'échéance de mai 2026. Officiellement, il nie, bien sûr.
Mais ces actions disent autre chose. Exactement. Plusieurs décisions, comme le report d'élections dans certains États, sèment vraiment le doute. On risque donc une implosion du gouvernement en pleine guerre. J'imagine que l'opposition ne reste pas les bras croisés. Loin de là. Une coalition d'opposition très puissante s'est immédiatement formée. Qui en fait partie? Des figures politiques de la capitale, mais aussi, et c'est ça qui est crucial, les dirigeants des États fédérés du Puntland et du Jubaland. Les mêmes qui sont en première ligne dans la lutte militaire? Précisément. Ils ont été très clairs. Toute tentative de prolongation du mandat est inacceptable. Ils menacent de former un gouvernement parallèle. Ce qui reviendrait à couper le pays en deux? En deux, oui. Ça fait ressurgir le spectre de la crise de 2021, où une situation similaire avait mené à des affrontements armés en plein cœur de Mogadiscio. C'est un tableau très sombre. Et pourtant, au milieu de ce chaos, on entend parler d'une avancée démocratique qui semble presque surréaliste. Ah, vous pensez aux cartes d'électeurs biométriques? Oui, le gouvernement a commencé à les distribuer. C'est un pas géant, non? C'est potentiellement historique. Il faut bien comprendre que la Somalie n'a pas connu d'élection au suffrage universel direct. Sur le principe, une personne, une voix. Voilà, depuis 1969. Le système est indirect, basé sur les clans. Ce projet pilote de carte biométrique à Mogadiscio, c'est la première étape concrète vers de vraies élections. Sur le papier, c'est une avancée immense. Mais j'imagine qu'il y a un mais. Il y en a plusieurs, oui. Le plus grand, c'est l'ironie de la situation. C'est-à-dire? Les États du Puntland et du Jubaland, ceux qui s'opposent au président, s'opposent aussi à ce processus électoral. Mais pourquoi? Leurs arguments sont assez légitimes. Comment organiser un vote crédible quand une grande partie du territoire est contrôlée par Al-Shabaab? Ils dénoncent aussi un manque de consultation. Et ils doutent de la neutralité de la commission électorale, j'imagine? C'est ça, on a donc cette contradiction terrible. Un projet de démocratisation qui, au lieu d'unir, creuse encore plus les divisions du pays. Ces divisions internes sont déjà un véritable casse-tête. Mais nos sources nous amènent sur une piste encore plus inattendue. Un lien international qui nous conduit... Dans le Minnesota aux États-Unis, Exactement. Ça ressemble au début d'un roman d'espionnage. et les faits sont dignes d'un thriller en effet. Une enquête a révélé une fraude massive aux aides sociales au Minnesota, où vit une très grande communauté somalie-américaine. On parle du scandale Feeding Your Future. C'est bien ça. Il porte sur environ 250 millions de dollars de fonds publics destinés à des programmes d'aide alimentaire pour les enfants. Qui aurait été détourné? Oui. Et le lien avec la Somalie. C'est la question que j'allais poser. L'allégation la plus explosive, c'est que des millions de ces dollars détournés auraient été envoyés en Somalie. Et... Et qu'une partie de cet argent aurait servi à financer Al-Shabaab. Mais comment c'est possible? Comment on transfère secrètement des millions de dollars de Minneapolis à Mogadiscio sans que personne ne s'en aperçoive? Et c'est là qu'intervient le système du Hawala. Le Hawala, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de transfert d'argent informel, basé sur la confiance. C'est très simple. Je donne 10 000 dollars à un agent à Minneapolis, il appelle son contact à Mogadiscio, qui remet l'équivalent en liquide au destinataire. L'argent ne bouge pas physiquement. Exactement. Il n'y a quasiment aucune trace papier. C'est rapide, efficace et un cauchemar pour les enquêteurs financiers. J'imagine. Une telle accusation a dû provoquer une tempête politique aux États-Unis. Une tempête, c'est le mot. En réaction, l'ancien président Donald Trump a immédiatement annoncé vouloir mettre fin au statut de protection temporaire, le TPS, pour les migrants somaliens en Minnesota. Et la réaction des politiques locaux? Totalement opposé. Le gouverneur démocrate Tim Walz et la représentante Ilhan Omar ont dénoncé une décision xénophobe qui punit toute une communauté pour les actions présumées de quelques individus. C'est une accusation extrêmement grave. Mais est-ce qu'on a des preuves concrètes de ce lien entre la fraude et le financement du terrorisme? Et ça, c'est le point absolument crucial à préciser. Alors, quelle est la situation? À ce jour, la fraude est avérée. Des dizaines de personnes ont été inculpées. Par contre, l'accusation de financement du terrorisme reste une allégation. Donc, aucune accusation formelle? Aucune. Le bureau du procureur fédéral n'a déposé aucune charge en ce sens. D'ailleurs, un audit de l'État du Minnesota en 2018 avait déjà conclu que des allégations similaires n'étaient pas fondées. Il faut donc être très prudent. Très prudent. Et bien distinguer la fraude qui est prouvée des liens présumés avec le terrorisme qui, pour l'instant, ne le sont pas. C'est une distinction fondamentale. On a donc une guerre, une crise politique, une enquête internationale. Si on élargit un peu la perspective, quel est l'impact de tout ça sur la région dans son ensemble? L'impact le plus immédiat et le plus tragique, il est humanitaire. J'imagine que vous parlez du risque de famine. Oui, les Nations Unies ont lancé une alerte rouge. Elles avertissent d'un risque imminent de famine dans 16 pays, et la Somalie en tête de liste.
Et c'est lié à la sécheresse? Exactement. Une sécheresse historique qui frappe toute la corne de l'Afrique. Kenya, Éthiopie, Somalie. C'est une conséquence directe du phénomène climatique La Niña. Le tableau est vraiment sombre. Est-ce qu'il y a malgré tout des signes d'espoir, des tentatives de coopération? Oui, et c'est ce qui rend la région si complexe. Même au milieu des crises, il y a des dynamiques d'intégration qui se poursuivent. Par exemple? Le Kenya vient de ratifier un traité de la Communauté d'Afrique de l'Est pour faciliter le commerce. Et de son côté, la Somalie a demandé à rejoindre cette même communauté. C'est un signe fort malgré tout. C'est un signe fort de sa volonté de s'ancrer dans la région. Il y a aussi des projets bilatéraux, par exemple entre le Kenya et la Somalie sur le développement urbain. Nos sources mentionnent aussi d'autres informations un peu plus éparses, mais qui montrent bien les connexions mondiales de la région. On parle par exemple de citoyens kényans qui combattraient en Ukraine. Oui, ce sont des signaux qui illustrent la complexité géopolitique. Selon certaines sources, environ 200 Kenyans se seraient engagés aux côtés de l'armée russe. Probablement comme mercenaires. C'est le plus probable. Et en même temps, le Kenya est lui-même sous tension, avec un risque croissant de conflits à caractère religieux. Et sur la scène climatique, on voit le Kenya s'associer à la France et l'Espagne pour proposer une taxe sur les voyages en jet privé. C'est fascinant de voir un pays faire face à d'énormes défis internes tout en se positionnant comme un acteur global. Absolument. Avant de conclure, il y a une dernière information, une étude géologique qui met tout ça dans une perspective vertigineuse. Ah oui, c'est une façon de prendre un recul immense. Des études confirment que le grand rift est-africain, cette énorme fracture qui traverse la région, est un processus bien actif. Actif comment? Très lentement, à l'échelle de millions d'années, il est en train de déchirer le continent africain en deux. En deux. Oui. D'ici 5 à 10 millions d'années, un nouvel océan séparera ce qui est aujourd'hui la Somalie, l'Éthiopie ou le Kenya du reste de l'Afrique. C'est un rappel assez humble que nos luttes actuelles se déroulent sur une scène géologique en pleine transformation. C'est exactement ça. Après ce tour d'horizon incroyablement dense, si on doit synthétiser, quels sont les développements clés à surveiller dans les semaines et les mois à venir? Je dirais qu'il y en a 4. D'accord. Premièrement, la politique en Somalie. Est-ce que le président Mohamoud va tenter de prolonger son mandat et risquer la fracture? C'est le point le plus chaud. Oui. Deuxièmement, les offensives militaires. Les opérations comme celle de Djamamé vont-elles réussir enfin? Et surtout, est-ce que le gouvernement pourra tenir le terrain cette fois? Le troisième point? L'enquête au Minnesota. Les conclusions du procureur sur le lien entre fraude et terrorisme auront des répercussions majeures. Et enfin, le quatrième? La réponse humanitaire. Est-ce que le monde va se mobiliser à temps pour éviter la famine qui menace des millions de vies? C'est peut-être le plus urgent de tous. Suivre des événements aussi complexes et interconnectés, c'est un vrai défi. Et c'est précisément le problème que Stylo News a été conçu pour résoudre. Exactement. Stylo News est une application d'information alimentée par l'intelligence artificielle, disponible sur mobile et sur ordinateur. Elle analyse en temps réel plus de 250 sources fiables du monde entier dans plus de 20 langues. Et elle permet de créer ses propres bulletins de renseignement. C'est ça. Entièrement personnalisé sur les sujets qui nous intéressent, en intégrant les médias traditionnels, mais aussi les informations pertinentes des réseaux sociaux comme X. On invite donc celles et ceux qui nous écoutent à obtenir leurs propres informations à la demande, alimentées par l'intelligence artificielle, en s'abonnant sur le site www.stylonews.com. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie. Et n'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futures discussions et à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.